Alors, rebonjour à tous. Après avoir beaucoup discuté en profondeur de l'identité numérique et de ses nombreux aspects, on peut retourner maintenant à l'innovation ouverte. Alors, comment aligner les besoins d'un marché et le développement d'un produit? J'ai avec moi M. Benoît Balmana d'Iveo, qui va venir nous entretenir de son processus novateur en compagnie de M. Alain Desjardins de la ville de Candiac. Alors, vous pouvez préparer, comme à l'habitude, vos questions dans le chat et on va accorder une période là, pour aller plus en profondeur et répondre à vos interrogations. Alors, Benoît, je vous laisse la parole. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Merci Camille. Merci à tout le monde qui participe actuellement à cette conférence pour partager quelques idées autour en effet de l'innovation. Donc la façon dont ça va se passer, c'est que je vais présenter un petit peu une notion qui est importante dans le processus d'innovation et qui, à mon avis, est un des grands facteurs clés de succès de la commercialisation de l'innovation. C'est de passer par une étape qu'on appelle l'expérimentation ou les projets pilotes, appelez ça comme vous voulez, dépendamment le vocabulaire, les vitrines technologiques, les pilotes, l'expérimentation. Comment cette étape dans le processus va permettre, comme vient de le dire Camille, de mieux aligner les besoins, les solutions, pardon, aux besoins du marché. Donc, je vais vous expliquer un peu comment on travaille, nous, chez Iveo, dans le domaine municipal, pour faire ces projets pilotes et s'assurer que les nombreuses innovations qui sont développées au Québec vont bien répondre aux enjeux, notamment du milieu municipal. Ensuite, j'aurai le plaisir de laisser la parole à Alain Desjardins, qui est directeur général de Candiac, et qui, je pense, est une des personnes au Québec qui incarne le mieux qu'est-ce que c'est que l'innovation dans le milieu municipal. À travers sa carrière, il a contribué au déploiement de nombreux projets, puis il pourra expliquer de son point de vue les bénéfices aussi pour le milieu municipal et les bénéfices d'être ouvert à l'innovation et à l'expérimentation de nouvelles solutions. Pour commencer, là, oui, rester sur cette slide, là, c'est parfait. Pour commencer, juste déjà, peut-être pour certains d'entre vous, parler d'innovation dans le milieu municipal, ça paraît peut-être bizarre, hein, parce qu'on a toujours l'impression que dans le milieu institutionnel, c'est long, c'est lourd, c'est compliqué, et donc, ce n'est pas forcément des marchés qu'on a envie d'adresser. Contrairement à ce que vous pouvez penser, les villes aujourd'hui ont une obligation d'innover. Okay? Vous pouvez voir ici sur la diapo le concept, vous avez sans doute entendu parler du concept de la ville intelligente. On parle aussi de ville durable. Avec la pandémie actuellement, on parle beaucoup de résilience des villes. Donc, les villes sont amenées à évoluer dans leur façon de faire, à optimiser leurs opérations, à mieux gérer leurs activités, leur budget, à rendre des meilleurs services aux citoyens. Et tout ça, dans différentes sphères d'activité, va nécessiter de changer les façons de faire et d'utiliser de plus en plus des nouvelles approches et des nouvelles technologies. Donc, les villes, c'est un bon milieu d'innovation déjà, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Donc, l'innovation, comme je dis, si on regarde un petit peu les constats, donc dans les villes, ça devient obligatoire et incontournable aujourd'hui de penser à l'innovation. En revanche, les villes, deuxième constat qu'on peut faire, c'est que les villes ne sont pas forcément équipées pour faire face à l'innovation, parce que ce n'est pas leur principal travail, ce n'est pas leur principale expertise que de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des nouvelles technologies, c'est quoi l'innovation de la nouvelle start-up qui est sortie la semaine dernière. Les villes, ils sont concentrés dans leurs opérations quotidiennes et ils n'ont pas forcément le temps et les ressources de faire cette veille technologique et de comprendre les différentes innovations. Donc, à la fois, il y a une nécessité d'innover, mais de notre côté, les villes n'ont pas toujours les expertises et les ressources pour faire face à l'innovation. Et quelque chose, on y reviendra tout à l'heure, l'innovation, souvent, ça fait peur. Hein. On a peur de se tromper, on a peur de faire le mauvais choix. Donc, c'est plus facile de rester dans le statu quo
et de garder des habitudes plutôt que de se lancer dans des projets d'innovation. Troisième constat qu'on peut faire, c'est qu'au Québec, et ça sans doute vous en avez parlé dans d'autres conférences si vous avez parlé d'innovation, au Québec, on a un écosystème d'innovation qui est incroyable. Au niveau Québec, Canada, on est réputé dans le monde entier pour avoir un des meilleurs écosystèmes d'innovation, notamment dans la phase de recherche et dans la phase de recherche et développement. Vous avez sans doute entendu parler des grandes tendances. On est des champions en intelligence artificielle, on est des champions en électrification des transports, on est des champions en jeux vidéo, on est des champions en aéronautique. On a plein de secteurs dans lesquels le gouvernement investit de l'argent pour stimuler l'innovation auprès des entreprises. Donc, on a un écosystème entrepreneurial qui est très fort. Par contre, quand on interroge les entreprises innovantes et qu'on leur demande comment on pourrait améliorer cet écosystème d'innovation, la réponse qui ressort le plus souvent, c'est on est beaucoup aidé dans la recherche et développement, mais quand on arrive à la pré-commercialisation, on se retrouve un petit peu tout seul. Et quelque chose qu'il faut tout de suite mettre sur la table, c'est qu'on ne peut parler d'innovation que si on parle de succès commercial d'un produit ou d'une nouvelle solution. De faire un succès technologique ne suffit pas pour parler d'innovation. Donc, dans le processus, si on veut vraiment amener les entreprises à avoir du succès, il faut les aider et les accompagner dans la phase de pré-commercialisation et de commercialisation. Et donc, c'est un peu sur ces trois constats que IVEO s'est créé en disant, nous, on va aider les villes et les entreprises à accélérer le déploiement d'innovation. Et pour ce faire, on a eu un modèle assez original qui est donc de se concentrer sur la mise en place d'expérimentations d'innovation et de projets pilotes qui vont permettre de démontrer dans la vraie vie, là, donc on n'est plus dans le laboratoire ou dans le garage de la petite start-up, on est dans un déploiement pilote qui va nous permettre de tester et de valider les bénéfices de l'innovation. Et pour ce faire, on a bâti un écosystème qui est principalement constitué de villes, donc une trentaine de villes au Québec, qui jouent le jeu, je vais dire le mot Living Lab là, pour que tout le monde le comprenne, mais qui jouent le jeu de dire, nous, on va prêter un bout de territoire et puis quelques ressources pour essayer des nouvelles technologies. On n'a pas peur d'être les premiers, puis on n'a pas peur d'essayer des nouvelles façons de faire pour démontrer le bénéfice de ces technologies. Et donc, ce qu'on va faire dans IVEO, puis qu'on va essayer d'expliquer dans la conférence aujourd'hui, c'est comment ce réseau de villes, de Living Lab et de partenaires qui acceptent de jouer le jeu des projets pilotes, comment ils vont se mettre au service des entreprises innovantes pour les aider à valider puis à déployer plus vite leurs innovations. Next. Ici, un petit graphique qui paraît théorique, mais qui ne l'est pas du tout. Vous l'avez peut-être vu aussi dans la journée, mais il faut savoir, je dis toujours, le plus grand concurrent de l'innovation, ce n'est pas votre compétiteur technologique, c'est les habitudes et les changements de comportement. Okay? Les gens n'aiment pas l'innovation. Il faut garder ça en tête. Les gens n'aiment pas changer leur façon de faire. Ici, ce petit graphique-là qui nous a été produit il y a plusieurs années par Geoffrey Moore illustre un petit peu la typologie dans un marché, la typologie des gens face à l'innovation. Et vous constaterez que 85% des gens donc, sont, je ne vais pas dire réfractaires, mais plus ou moins réfractaires, mais en tout cas ne sont pas les premiers à sauter sur l'innovation. Les gens vont en principe attendre qu'une innovation soit devenue assez mature ou assez connue ou assez réputée pour ensuite dire, OK, moi, je vais pouvoir l'acheter ou la déployer parce que je suis sûr que ça va marcher, puis je suis sécurisé parce que ça a été déployé dans plusieurs endroits déjà. Donc, 85% des gens n'aiment pas l'innovation. Et quand on est une entreprise innovante, ce qu'il faut en déduire, c'est que si vous prenez le téléphone pour essayer de trouver des prospects, puis essayer de promouvoir votre nouvelle solution, vous avez 85% de chances de tomber sur quelqu'un qui va vous dire ça ne m'intéresse pas parce que je suis trop occupé ou je n'ai pas le temps. D'accord ? Et l'intérêt de ce qu'on a bâti à travers IVEO, c'est de bâtir un écosystème qui est finalement constitué des fameux early adopters, ce qu'on appelle les adopteurs précoces, le fameux 15% de la population qui va dire moi c'est innovant, ça ne me fait pas peur, puis j'ai envie d'essayer. D'accord ? Et donc,
en ayant tout de suite ciblé cette catégorie de villes et d'individus, parce que comme je disais avec Alain, avant que la conférence commence, oui, c'est les villes, mais c'est aussi bien sûr leur personnel, leurs employés qui doivent avoir cette ouverture à l'innovation. En ayant constitué ce réseau de early adopters, eh bien, on va pouvoir permettre aux entreprises d'accéder plus facilement donc à leurs premiers clients, à leurs premières références pour tester et déployer des innovations. Suivant, oui. Donc, pourquoi expérimenter? Ben, je l'ai dit souvent, quand on est une entreprise innovante, vous êtes convaincu que vous avez développé la meilleure innovation puis la meilleure technologie possible. Les entrepreneurs sont toujours convaincus qu'ils sont la meilleure solution disponible sur le marché. Par contre, eh bien, tant qu'on n'a pas réellement obtenu des premières références, des premiers clients qui ont essayé et qui ont confirmé cet avantage, eh bien, tout ce que vous pouvez faire miroiter comme bénéfice ou avantage concurrentiel, c'est souvent perçu comme du marketing ou de la survente. Donc, c'est important de pouvoir démontrer pour une entreprise, dans une utilisation réelle de sa technologie, les bénéfices que ça va pouvoir apporter. Pour les villes, il y a aussi un intérêt de participer à ces projets pilotes, puis Alain pourra revenir là-dessus de son expérience. Les villes vont pouvoir, à travers ces expérimentations, aussi se rassurer que l'innovation va leur apporter un certain bénéfice. Donc oui, c'est intéressant pour l'entreprise, mais c'est également intéressant pour les villes de se tenir au courant des nouvelles technologies et de pouvoir tester comment ces technologies peuvent améliorer les opérations, les services aux citoyens ou autres. Donc, c'est vraiment un win-win entre les entreprises innovantes et le milieu municipal. Donc ici, pareil, j'ai sorti vraiment les outils classiques de l'innovation, là, mais ici, vous reconnaissez peut-être un outil, là, s'il y a des entrepreneurs qui écoutent la conférence, le fameux Value Proposition Canvas, là, okay, la proposition de valeur, ce qui est une des clés de l'innovation, de définir pour une entreprise c'est quoi sa proposition de valeur. Et donc ici, j'ai repris cet outil qui permet de montrer ça sert à quoi l'expérimentation. Ben, premièrement, ça sert à faire ce que j'ai encadré en rouge, là, qu'on appelle le FIT, de s'assurer que l'innovation, elle répond à un vrai besoin. Hein. Souvent, puis je peux vous donner une statistique, là, il y a 40% des taux d'échec dans des entreprises innovantes, c'est parce qu'ils ont développé un produit qui ne correspond pas aux besoins du marché. Donc, la première chose, quand on fait un projet pilote, c'est qu'on va mettre la technologie dans un vrai cas d'usage et on va pouvoir s'assurer que la technologie répond aux besoins puis aux attentes de votre client, et ici, donc, le milieu municipal. Deuxièmement, on va pouvoir expérimenter, comme je disais, la vraie valeur ajoutée du produit dans le cas d'usage qui a été présenté. On va pouvoir éventuellement tester ou regarder si la réglementation elle va nous aider dans le projet ou est-ce que c'est plutôt un réfractaire parce qu'il va falloir travailler à faire évoluer la réglementation pour que notre innovation puisse se développer. On va aussi pouvoir travailler avec différents partenaires qu'il va falloir imbriquer autour de notre projet pour assurer un succès. Et enfin, et non le moindre, un projet pilote en milieu réel, donc un vrai développement dans la vraie vie. On va pouvoir tester quelque chose que les entrepreneurs oublient toujours, c'est l'acceptabilité sociale. Okay? Est-ce que l'innovation va être acceptée par les utilisateurs? Je vous montrerai tout à l'heure l'exemple d'un projet qu'on a fait d'ailleurs à Candiac sur la navette autonome, où un des enjeux, c'est l'acceptabilité. Est-ce que les gens vont accepter, au-delà de la technologie, d'embarquer dans un véhicule qui n'a pas de chauffeur? Donc, ça dépasse la technologie. On est vraiment dans le côté sociétal, éthique. Est-ce que les gens veulent ou pas embarquer? Et Alain pourra en parler. L'acceptabilité sociale, c'est souvent le plus gros facteur clé de succès ou d'échec d'un projet d'innovation au-delà de la technologie. Ici, je vais la passer rapidement. Là, c'est plutôt les bons ingrédients qu'il faut avoir quand on monte un projet d'expérimentation. Mais c'est sûr qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on veut tester, c'est quoi les objectifs qu'on veut viser, cibler un certain territoire. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, qui est important dans une expérimentation, c'est d'être capable de mesurer
les résultats qu'on va obtenir. Donc, c'est un peu comme quand on fait la lessive, là, les publicités de lessive avant, après, ben, c'est pareil. Là, avant, on faisait comme ça, ben, qu'est-ce qu'on avait comme résultat? On déploie une innovation ou une nouvelle solution, ben, c'est quoi les paramètres qui ont changé, hein? Est-ce qu'on a économisé de l'argent? Est-ce qu'on est allé plus vite? Est-ce qu'on a réduit des gaz à effet de serre? Est-ce qu'on a rendu un meilleur service citoyen? Donc, il faut être capable de mesurer l'impact de l'innovation qui va servir ensuite à démontrer donc le bénéfice concret de la solution. Alors ici, je vous ai mis, vous pouvez avancer un petit peu. Voilà. Donc encore une fois, ouais. Voilà. Ici, je vous ai mis deux exemples, puis après, je laisserai la parole à Alain. J'en ai parlé un petit peu, la navette autonome. Okay, donc, il y a plusieurs raisons d'expérimenter. Il y en a une qui va être aussi de challenger la technologie. Quand on a testé le véhicule autonome à Candiac, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ça va marcher en hiver? Donc, pour le savoir, il faut le faire rouler quand il neige, quand il y a du verglas, pour savoir comment va se comporter le nouveau véhicule, parce que ça n'a jamais été fait. Donc, on va challenger la technologie, on va regarder si on traverse, puis ça a été quelque chose que je pense que la plupart des gens qui sont venus sur le site ont fait. On marche, puis on se met devant la navette. Est-ce qu'elle va s'arrêter? Bon, il faut être un peu courageux pour le faire, mais je vous rassure, elle s'est arrêtée à chaque fois. Donc, on va aller s'assurer que ça va fonctionner au niveau de la technologie et que la technologie va apporter donc les bénéfices espérés. Donc, expérimenter pour valider la techno, c'est un des bénéfices de l'expérimentation. Deuxième exemple, s'il vous plaît. Encore, vous pouvez le passer, encore un. Voilà. J'ai parlé des changements de comportement. L'exemple que je trouve le meilleur en mobilité qui explique la difficulté de changer le comportement, c'est le covoiturage. Aujourd'hui, il existe je vais dire plusieurs, même dire de nom, mais plusieurs solutions de plateformes, de technologies qui permettent aux gens de faire du covoiturage. Donc, vous dites où est-ce que vous voulez aller, puis quelqu'un qui va faire le même trajet, il va vous embarquer sur la route. Au niveau de la techno, d'identifier des matchs entre des gens qui veulent aller d'un point A à un point B et identifier des gens qui vont faire ce trajet et faire la rencontre des deux pour que les gens covoiturent, il n'y a pas d'enjeu au niveau de la technologie. Par contre, ce n'est pas parce que les plateformes ou la technologie existent que les gens font du covoiturage. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une excuse. Ah je ne peux pas covoiturer parce que quand je vais rentrer du travail, il va falloir que je passe à l'épicerie, il faut que j'aille à la garderie, il faut que j'aille passer à tel endroit, j'ai un cours de sport. Donc, il y a toujours des raisons qui font qu'on va trouver une bonne excuse pour dire qu'on ne va pas covoiturer. Donc, les projets pilotes, je parlais tout à l'heure de cet aspect du changement du comportement, on va pouvoir regarder qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme par exemple incitatif ou récompense pour dire si tu covoitures, voilà comment on va t'inciter à le faire et trouver les bons mécanismes qui vont faire que les gens vont accepter ou mieux vouloir changer leur comportement pour adapter ou adopter une ou une autre technologie. Donc, l'aspect comportemental, c'est vraiment à ne pas oublier. Suivant. OK, ici, je vous ai mis, on peut la passer, celle-là, c'est à peu près la même chose sur le comportement. Bon, et le dernier point, avant de laisser la parole à Alain, c'est que l'expérimentation pour les entreprises, qu'est-ce que ça a d'intéressant? C'est que vous pouvez bâtir votre stratégie de commercialisation sur le succès d'une expérimentation parce que vous allez avoir la fameuse première référence. La première référence que vous allez pouvoir dire à un client, appelle Alain Desjardins, là, il a essayé mon bidule, puis il va t'expliquer comment c'est génial. Et ça, là, il n'y a pas mieux pour faire votre publicité que d'avoir un premier client qui va pouvoir témoigner du bénéfice de votre technologie à votre place. Donc, quand nous, chez IVEO, on fait des expérimentations, ce n'est pas juste pour le bénéfice de la ville en question, c'est pour le bénéfice de l'ensemble des villes du Québec qui vont pouvoir s'inspirer de ce qui a été fait par une autre municipalité un peu plus avant-gardiste et que les autres villes vont dire, bon, OK, si ça a marché là, moi, je vais être un peu plus à l'aise de le faire. Et donc, grâce à ces projets pilotes, vous allez pouvoir passer du 15% la early adopters aux 85% un peu plus réfractaires
parce que vous allez être capable de démontrer que vous avez réussi à déployer votre projet dans un vrai contexte et que vous avez pu démontrer des vrais avantages. Next. Voilà. Donc ici, je finis là-dessus et je vais laisser Alain prendre le relais qui va pouvoir vous expliquer tout au long de sa carrière comment il a été confronté à l'innovation et comment il a surtout eu toujours une attitude positive face à l'innovation et puis qu'est-ce que ça a pu apporter dans les différentes villes où il est passé. Alain, je te laisse la parole. Bon, bouge pas. Bon, est-ce qu'on m'entend? Oui? Parfait. Alors, ben, merci beaucoup, Benoît. Effectivement, l'innovation, c'est extrêmement important maintenant pour les villes. Puis, je vais vous donner quelques petits exemples pourquoi on fait de l'innovation dans les municipalités. Je vais vous donner le premier exemple, je vais vous donner l'autopartage. On a parlé tantôt des changements de comportement. Bien, je vais vous donner un bel exemple. À Plessisville, où j'étais directeur général, on a instauré un service d'autopartage. On a pris les véhicules de la municipalité, ceux que les employés utilisent dans le jour, puis on l'a mis à la disposition des gens à partir de 5 heures le soir. Alors, maintenant, à Plessisville, bien, après 5 heures le soir, si vous avez besoin d'un véhicule et les week-ends, bien, vous allez sur un site web, puis vous réservez les véhicules que vous avez besoin, le véhicule que vous avez besoin, et vous payez un faible coût, puis vous utilisez ce véhicule-là. Là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est quoi l'avantage de la ville de prêter ces véhicules? C'est pas sûrement pas de louer le char à 5 $ de l'heure. Ben non, c'est absolument pas ça. C'est que grâce à ça, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a aussi fait de l'autopartage à l'intérieur même de nos employés, ce qui a permis la coupure d'un véhicule. Un véhicule dans une ville, là, ça nous coûte sur sa durée de vie près de 100 000 $. Bien, c'est ça qu'on a sauvé sur une durée de vie d'un seul et unique véhicule. Par la mise en place d'un autopartage, que beaucoup de citoyens croyaient qu'on faisait ça uniquement pour eux, mais on le faisait aussi pour l'administration, d'une meilleure administration chez nous, puis de créer une habitude avec nos employés parce que très honnêtement, regardez le nombre de véhicules, puis passez devant des hôtels de ville, passez devant les bureaux administratifs des villes, vous allez toujours voir des véhicules, soit dans le garage, soit dans le stationnement avec le logo de la ville, sont là. Et ils sont naturellement sous-utilisés. Alors, cette nouvelle technologie-là nous a permis de faire des plus belles économies puis de mieux réutiliser les véhicules de la municipalité. Naturellement, ça va déboucher sur d'autres technologies qui vont nous permettre, entre autres, bientôt, de prêter des camions qui vont permettre aux gens d'aller dans des éco-centres la fin de semaine, de ne pas être obligé d'avoir une remorque ou de demander aux voisins de prendre son camion pour y aller. Ils vont pouvoir le faire. Puis nous, bien, on va maximiser l'utilisation des pick-up qu'on a dans nos villes, puis on va pouvoir probablement même partager ces véhicules-là, qui va nous permettre d'avoir une plus grande rentabilité au niveau de la flotte automobile. Mais ça nous a emmené avec une autre technologie qui est la gestion intelligente de la gestion de toute la mécanique automobile. Bien, ça a débouché là-dessus aussi parce que la technologie innovante nous a permis par la suite de s'apercevoir qu'on pouvait aussi regarder tout le comportement de nos employés à l'intérieur des véhicules, donner de la meilleure formation et s'assurer d'une meilleure protection, entre autres de la CSST, par leur utilisation. Fait que ça, c'est juste pour donner un petit exemple de ce que ça peut amener l'innovation d'un simple projet d'autopartage. Je vais vous en donner un deuxième aussi. Je vais vous donner l'exemple de LoRaWAN. La technologie LoRaWAN, c'est une technologie qui est non cellulaire, qui est vraiment au niveau IP et qui nous permet de transporter, de transférer des petits paquets d'informations. Aujourd'hui, de plus en plus de villes, on est 4-5 déjà au Québec, qui commencent à installer ces antennes-là et on est en train de se bâtir un réseau qui va nous permettre justement de surveiller nos véhicules en déplacement, de voir le comportement, d'aller chercher les compteurs d'eau. Au lieu de déplacer un technicien pour aller faire une lecture de compteur d'eau, on va le faire directement avec la technologie LoRaWAN. Et ça nous a amené quoi, ça? Bien, ça nous a amené qu'aujourd'hui, dans l'administration de la ville, bien, la simple lecture de compteur, on demandait à un technicien d'aller prendre la lecture de compteur, d'écrire ça sur une feuille ou dans un fichier, prendre ce fichier-là ou la feuille, aller l'apporter au bureau de l'administration, le donner à une adjointe qui, elle,
le donnait naturellement à la bonne personne qui, par la suite, faisait la facturation pour ce compteur d'eau, parce qu'on met un compteur d'eau pour pouvoir compter et facturer une usine ou un partenaire qui soit une autre municipalité au niveau du coût de l'eau. Mais aujourd'hui, avec ce développement-là, bien aujourd'hui, la directrice des finances ou son adjointe ou une personne ressource à même ce groupe-là va directement chercher la lecture de compteur dans le système. Puis, bien, il n'y a plus de personne qui va lire le compteur, il n'y a plus personne qui donne le papier à une autre adjointe, qui prend le papier, qui le donne à un autre. Imaginez-vous le gain de productivité qu'on crée grâce à ça à l'intérieur de la municipalité pour une simple lecture de compteur. Alors, c'est un réseau comme ça. Mais ce réseau-là, il peut s'appliquer à plein d'applications qu'on peut utiliser dans les municipalités. Puis c'est ça qu'on recherche en réalité. Maintenant, ce qu'on recherche beaucoup plus, là, c'est d'avoir des applications qui vont pouvoir aller sur la plateforme LoRaWAN pour justement multiplier nos gains de productivité. Je vous parlais tantôt aussi de l'autopartage, mais n'oubliez pas que quand on enlève un véhicule de la route, on vient de dire aux mécaniciens qu'il y a un véhicule de moins à entretenir, on a des pièces de moins à acheter, on a naturellement de l'essence ou de l'électricité à ne pas utiliser, tout dépendant du type de véhicule. Bien, tout ça aussi, il y a beaucoup de gestion en arrière de tout ça. Puis il y a du temps homme qui nous fait économiser et on peut faire des gains de productivité grâce à ça. Je vais vous donner un dernier exemple qu'on avait, parce qu'on a parlé tantôt du véhicule autonome. Bien, effectivement, la ville de Candiac, aujourd'hui, pourquoi on teste le véhicule autonome? Bien, c'est parce qu'on espère, avec les TOD qu'on est en train de construire, que lorsque vous utilisez sur un terrain et vous construisez 1000 unités de logement sur un petit terrain de quelques acres, bien, le problème que vous avez, c'est que ce n'est pas tellement les citoyens qui restent dans le building, hein, sont sur des étages, puis ça va très bien, mais vous stationnez où leur voiture? On a un projet actuellement qui est en train de se construire, là, il va y avoir plus de 1000 logements qui vont se construire. Ce n'est pas vrai aujourd'hui, les gens n'ont pas seulement un véhicule, ils ont plus de 1,5 véhicules par maison. Alors, on va mettre où ces 1500 véhicules-là sur ce petit diamètre-là? Ils vont envahir nos rues? Bien non, on est obligé de forcer la construction de garages, tout ça, alors qu'à proximité, il y a un train. Alors, bien là, les gens me disent, bon, mais là, il faut que je parte de chez moi, il faut que j'aille au train, je dois prendre mon véhicule, il faut que je roule parce que j'ai tant de distance à parcourir. Bien, un véhicule autonome va nous emmener qu'il va passer devant la porte, il va vous ramasser, puis il va vous emmener directement au train en prenant quelques passagers avec lui davantage. Et ça va être un grand gain pour nous parce qu'à ce moment-là, il va y avoir moins de véhicules sur la route. Moins de véhicules sur la route, bien, ça veut dire aussi des rues moins larges, ça veut dire aussi des rues plus sécuritaires et ça nous emmène un lot de gains importants pour la société. Alors, je vous ai donné 3 exemples et j'aurais pu vous en donner des dizaines et des dizaines, mais je vais plutôt garder le temps pour des questions. Mais voyez-vous comment maintenant l'innovation pour nous, c'est gain de productivité, c'est l'avantage économique et naturellement l'amélioration des services aux citoyens. C'est ça qu'on recherche lorsqu'on parle d'innovation. Voilà, Benoît, en quelques mots, des exemples qu'on peut donner en innovation. Parfait. Ben, écoutez, je pense on va laisser Camille reprendre en espérant que vous avez bien sûr été intéressé par ce qu'on vous a raconté, puis que quelques questions qu'on pourrait approfondir. Je pense que Alain et moi, on est des passionnés d'innovation. On peut prendre n'importe quelle question, ça nous fera, je suis sûr qu'on va avoir du plaisir. Camille, je ne sais pas s'il y a déjà quelques questions qui ont été soulevées, puis tant mieux si on a du temps pour passer au travers. Ben oui, absolument. On a du temps pour ça. Justement, ben merci, messieurs, d'abord pour votre présentation aujourd'hui. C'est intéressant d'aborder le milieu aussi municipal dans l'innovation. C'est souvent pas quelque chose à laquelle on pense au milieu privé, tout ça. Donc, certainement très intéressant. Ben justement, là, pour le municipal, Maria Village demande qui doit financer les expérimentations. Est-ce que les villes ont vraiment un budget d'innovation? Je vais vous donner l'exemple ici à Candiac. Bien sûr qu'on a un budget d'innovation, mais on a plus que ça. On a une équipe entièrement dédiée là-dessus. On a
une division de transition écologique et innovation ici, où dont 3 personnes travaillent à temps plein sur les innovations et l'amélioration écologique et les processus. Donc, oui, il y a des villes qui l'ont. On ne se fera pas de cachette. Au Québec, là, il y a 1100 villes. Il y a 11 villes maintenant qui ont 100 000 habitants et plus. Puis, il y a environ 100 villes qui ont plus de 5 000 habitants. Alors, vous comprenez bien qu'il y a 1000 villes qui ont moins de 5 000 habitants. Alors, c'est sûr et certain que ces villes-là ont un peu moins de ressources, puis ont surtout beaucoup moins d'argent de disponible. Mais oui, il y a un partage qui peut se faire. Il y a un partage, premièrement, parce que de plus en plus de subventions sont disponibles, et des gens comme IVO vont vous aider et vont vous guider justement à utiliser le processus de subvention. Mais les municipalités vont aussi participer. Naturellement, c'est toujours à la hauteur de l'attente de ce que peut faire le gain d'innovation. Et moi, je dis toujours à tous mes élus et à tout mon personnel, c'est pas ce que ça coûte, c'est ce que ça rapporte. Alors, vous pouvez m'arriver avec un projet qui va coûter 10 millions. Si je pourrais en sauver 100, soyez assurés qu'on va trouver le moyen de trouver 10 millions. Peut-être si je peux compléter ce que dit Alain, là, c'est aussi un des intérêts des projets pilotes, ok? Parce que j'ai expliqué tout à l'heure rapidement, je passais assez vite sur la diapo, mais quand on parle d'un pilote, on est sur à la fois un timing qui est limité, c'est-à-dire qu'il y a un début puis il y a une fin, puis aussi on choisit un territoire plus petit, ok? On ne déploie pas un pilote à travers toute la ville. Quand on a fait la navette autonome à Candiac, on a choisi une rue, puis on a dit on va le tester pendant 12 mois. Quand Alain parle de ses compteurs d'eau, pour commencer, il n'a pas déployé 2000 dans la ville. Il a commencé par une dizaine, une vingtaine dans des endroits pour tester la technologie. Donc ça, c'est à ne pas oublier que dans un projet pilote, on est capable de designer un projet à la fois en jouant sur la durée, puis aussi sur le périmètre, d'avoir des projets qui restent accessibles aussi, d'accord, et pour lesquels les villes vont avoir plus de facilité à justement mettre un peu d'argent sur la table, parce qu'on n'est pas dans un déploiement mur à mur dans la ville avec des gros investissements, d'accord. Donc, c'est aussi un des intérêts du pilote de pouvoir sizer comme ça aussi l'aspect budgétaire. Et comme dit Alain, si vraiment le projet est trop important, j'ai parlé tout à l'heure des l'écosystème d'innovation avec tous les financements disponibles. Bon, c'est quand même des fois un peu compliqué d'accéder au programme et ça prend du temps, mais il y a quand même aussi des fonds qui sont dédiés aux projets pilotes, aux vitrines technologiques, que ce soit à travers le ministère de l'Économie du Québec, la FCM au niveau canadien. Et là-dessus, les entreprises doivent essayer au plus possible de tirer profit de ces mécanismes de financement si la ville considère que l'investissement est trop important et qu'il faut aller chercher des subventions pour alléger le coût pour la municipalité. Merci pour votre réponse détaillée. Je pense que ça répond également. J'avais une question de Nicolas Bourgeois qui demandait est-ce que ce type de projet doit répondre à un appel d'offres et tout ça. Je pense que ça, vous l'avez pas mal dit dans ce cas-là. J'ai une autre question d'ailleurs pour vous. Ça a pris combien de temps environ, mettons? Est-ce que peut-être Alain, vous pouvez me dire combien de temps on peut estimer l'implantation d'une grosse expérimentation comme celle-ci? Naturellement, tout va dépendre du type de technologie qu'on va apporter. Mais je vous dirais qu'en gros, moi, je fais des projets d'innovation qui peuvent débuter très, très rapidement. En quelques mois, on est prêt à débuter. Ce n'est pas des questions d'années. D'ailleurs, personnellement, je déteste lorsque ça prend trop de temps. Benoît me connaît très bien. Là, si on me parle d'un projet qui va prendre 4 ans à élaborer, dans 4 ans, la technologie va déjà être dépassée, oubliez ça. Alors, ce n'est pas véritablement ça, mais bien entendu, il y a des fois des technologies qui sont démontrées que là, il y a d'autres partenaires qu'on doit inclure, exemple des ministères, ministère de l'Environnement, ministère du Transport, pour la navette autonome. Il y a des règles. On ne peut pas mettre un véhicule 4 roues comme ça dans la rue et dire on va la tester. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, bien souvent, ce n'est pas tellement la ville qui est le frein ou qui va allonger le délai, mais c'est plutôt certains de nos partenaires, surtout lorsqu'ils sont gouvernementaux, sans vouloir les froisser. C'est quelquefois long avec des ministères.
Mais Oui. c'est sûr, je pense qu'il faut être optimiste. Puis nous aussi, on est un peu dans le même minding qu'Alain. On veut déployer des projets. Pour des projets, je dirais, pas trop complexes en effet, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas des changements réglementaires ou des autorisations compliquées. On peut aller très très vite dans le déploiement. Et je reviens sur cette notion des fameux early adopters, hein, les 15%. Les 15%, c'est des gens comme Alain, là. Ils veulent aller vite, ils veulent tester, ils veulent voir le résultat. C'est pas des gens très patients en principe. Donc, on est plutôt dans des durées assez courtes. Et c'est l'intérêt, hein. Moi, je pense qu'au-delà de ce qu'on présente aujourd'hui, comprendre pour les entreprises innovantes cette typologie d'acteurs qui vont réagir beaucoup plus rapidement, puis d'essayer de les identifier très vite dans votre processus d'innovation pour tout de suite parler à des gens qui vont vous écouter puis qui ont plus de chances de répondre oui. Et ben, c'est comme ça aussi qu'on accélère le développement des produits. On a la chance avec IVEO d'avoir ce mécanisme qui existe dans le milieu municipal, mais ça pourrait être appliqué dans plein d'autres secteurs, d'aller chercher c'est qui les early adopters de l'aéronautique, les early adopters du milieu hospitalier, les early adopters des aéroports, et puis de bâtir avec eux des discussions qui vont être beaucoup plus dynamiques et animées que, encore une fois, si vous prenez votre téléphone et que vous vous appelez un peu l'annuaire et puis que vous espérez que quelqu'un vous dise oui. Oui, certainement. Ben, je comprends. Merci. Ben, justement, on parlait là, de délais, là, que c'était parfois un peu difficile peut-être à gérer quand on veut faire preuve d'innovation. Est-ce que vous diriez que c'est le principal enjeu? Quels sont les autres enjeux à l'innovation, principalement dans le secteur peut-être municipal? Ben, il y a tout l'enjeu réglementaire, bien entendu, qu'on doit faire face à ça. Il y a naturellement la question aussi de certaines technologies, les gens ne sont pas toujours prêts à la recevoir. Donc, le personnel doit être formé correctement, tout ça. Le changement, Benoît l'a dit tantôt, le changement, ça fait très, très peur. Mais c'est une chose qui est très importante aussi là-dessus et l'acceptabilité sociale. On va arriver avec, vous savez, aujourd'hui, quand on parle de l'aura, la première chose qu'on a pensé, c'est de dire, ben là, y a-t-il un moyen d'avoir des capteurs pour s'assurer de voir, est-ce qu'il y a des gens, ben là, naturellement, ça pose aussi d'autres problématiques. Est-ce qu'on est en train de toucher à la vie privée des citoyens? Alors, il y a ces genres de petits facteurs-là qui sont importants, qu'il faut tenir compte, mais qui, selon moi, sont tous réglables en réalité par rapport à différents projets. Puis moi, c'est pour ça que j'invite les gens à passer par IVEO. Dès que vous avez un projet que vous croyez qu'il peut avoir une application au niveau municipal, bien, en parlant avec des gens comme IVEO, l'avantage que vous allez avoir, premièrement, vous allez avoir un réseau de plus d'une trentaine de villes qui sont prêtes à vous écouter. Benoît connaît très bien, puis son personnel connaît tous ces villes-là. Il connaît les enjeux de chacune de ces municipalités-là. Il va pouvoir vous dire, bien, pour ce projet-là, non, ce n'est pas Alain Desjardins que je vais aller voir, c'est un autre. Et c'est bien correct à ce niveau-là. Il faut que j'en laisse pour les autres aussi à l'occasion. mais c'est exactement ça. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous introduire beaucoup plus rapidement là-dessus. Puis vous savez, actuellement, là, la mouvance au niveau des villes intelligentes, c'est extrêmement important. Puis la ville intelligente, ce n'est pas une ville de gadgets. Malheureusement, souvent, on parle de « Ah, ben là, il y a tel gadget ». Non, non, c'est pas ça. La ville intelligente, c'est de pouvoir servir nos citoyens de façon plus rapide avec les technologies nouvelles qu'il y a, puis naturellement de faire des économies à moyen et long terme. C'est ça, la ville intelligente. Alors, il ne faut pas avoir peur si vous avez des applications, si vous avez des projets, bien, cognez aux portes des villes, malgré que, bon, il y a toujours la question réglementaire, puis la question des règlements d'emprunt, puis des choses comme ça qui fait peur aux gens, puis les budgets, bien entendu. Mais je peux vous assurer, en tout cas, moi, pour avoir eu la chance de travailler dans 3 villes différentes, d'en avoir géré une aussi comme maire, je peux vous assurer que je n'ai jamais vu aucun élu bloquer l'innovation. Au contraire, ils sont avides de ça. Ils veulent vraiment voir l'innovation s'instaurer pour donner les meilleurs services à leurs contribuables. Alors moi, je vous invite à le faire avec passion.
C'est super, vraiment. Puis ça l'enchaîne un peu sur la question de Nathalie Rochefort, donc qui demande qu'est-ce que, par exemple, une chambre de commerce peut, ainsi comme que ses membres, peut faire pour se positionner ou pour développer un projet. Donc, j'imagine que ce serait d'aller chercher des collaborateurs, d'aller chercher de nouvelles relations. Je peux peut-être la prendre, celle-là. Là. J'ai parlé tout à l'heure d'écosystème, et puis en tout cas, moi, je suis un fervent défenseur d'un écosystème, c'est-à-dire que tout seul, IVEO ne ferait pas grand-chose si on ne travaillait pas en écosystème, parce que premièrement, ben, on ne connaît pas toutes les entreprises, on ne connaît pas toutes les innovations. Donc, de travailler en réseau, c'est ce qui fait aussi la force de notre organisation. Donc, il y a des organismes qui sont plus spécialisés dans les incubateurs à accompagner les startups. Il y a des organismes qui sont dans le développement économique, et qui sont en région. On n'a pas aussi la prétention de connaître tout ce qui se fait au Québec. Donc, d'avoir des partenaires et des relais qui sont chacun dans des missions spécifiques, mais qu'ensemble, on est capable d'adresser tout le processus, ben, pour moi, c'est ça la clé du succès. Donc, si dans l'audience, il y a des gens qui disent, OK, ben moi, je suis un incubateur, je suis une chambre de commerce, puis moi, j'ai accès à des entreprises, ben, comment je peux intervenir? Ben, faites le maillage entre l'entreprise et nous, et puis nous, on va faire le maillage entre l'entreprise et les villes, mais on va se passer comme ça le ballon pour à la fin rendre service. Je ne l'ai pas dit, hein, mais IVEO, j'ai oublié de le mentionner, mais on n'est pas une entreprise privée, on est un OBNL. Notre job, c'est de faire du développement économique, d'accord? Et le meilleur développement économique qu'on peut faire, c'est assurer que les entreprises soient en vie encore dans les prochains mois et les prochaines années. Donc, si on peut aider une entreprise à mieux se faire connaître, à tester son innovation, à valider, puis accélérer sa commercialisation, on va être 100% dans notre mission, et on aura contribué à ce vaste écosystème qu'on essaie de mettre en place. Donc, je suis persuadé que chaque organisme a sa valeur ajoutée, puis qu'en travaillant ensemble, on peut faire des belles choses. Et je pense qu'on a tous besoin de travailler en réseau pour faire notre travail correctement. Oui, absolument. Puis c'est justement une des missions principales d'un événement comme celui d'aujourd'hui, de mettre plusieurs gens en contact qui peuvent créer des opportunités ensemble, puis peut-être penser à quelque chose qu'ils n'avaient jamais pensé encore comme collaboration. Donc, si ça peut créer de nouvelles innovations, bon, mon Dieu, on est plus que content au recrutement, ça c'est certain. Alors, je peux te dire que c'est fou comment, dans toutes mes années, j'ai découvert que malheureusement, on ne sait pas ce que notre voisin fait. Oui. Hein? Dans les parcs industriels, exemple, et pourtant, on aurait tout à gagner là-dessus. Alors, effectivement, tu as tout à fait raison. Alors, j'ai une autre question de Maria Bilache. Elle demande, est-ce que la ville peut soutenir des expérimentations qui sont peut-être plus dans le domaine culturel, ou c'est peut-être plus difficile à accepter? Bien, absolument, absolument. D'ailleurs, vous savez, je prends l'exemple ici à Candiac. Il n'y a pas un projet qui peut se faire sans avoir au moins évalué toute la question culturelle là-dessus, puisqu'on a une politique culturelle ici à Candiac. Puis malheureusement, pas malheureusement, heureusement, la culture maintenant est imbriquée dans notre processus de développement durable. Alors, bien sûr que s'il y avait des projets intéressants au niveau culturel, ben, les villes sont ouvertes. Puis on parle d'innovation, mais une innovation, comme j'ai dit, c'est pas juste d'inventer une bidule. Il y a toutes sortes prenez le cycle du soleil, ils font de l'innovation à chaque spectacle. On voit des choses complètement différentes. C'est de l'innovation, ça aussi. Oui, exactement. Bien, ça me plaît d'entendre ça quand même parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a beaucoup parlé de tech, de numérique, ça c'est certain parce que c'est dans l'air du temps, mais c'est sûr que ça parle selon mes intérêts, mais l'art puis la culture, ben, c'est quand même l'âme d'une nation, si on peut dire. Si je peux me permettre, alors j'apprécie votre réponse. J'ai envie de poser cette question suivante, peut-être. Qu'est-ce que vous conseillerez peut-être aux entrepreneurs hors des grands centres par rapport aux opportunités dans les municipalités? Benoît, je vais te laisser répondre. Ben oui, déjà, je pense que la notion...
Non, je crois que j'étais sur mute, non. La notion de grand centre, en tout cas pour IVEO, tu parlais tout à l'heure de tes valeurs, Camille, pour les notes, c'est la même chose. On pense que, heureusement qu'il n'y a pas que les grands centres, sinon on serait bien malheureux. Dans notre réseau de villes, j'ai passé la carte rapidement, mais on travaille avec des villes comme Bécomo, Lac-Mégantic, là, qui ne sont pas les villes les plus proches des centres urbains. Donc, l'innovation, elle peut naître n'importe où et il y a pas moi je vois pas d'enjeu par rapport à ça. Et justement, si je reviens sur mon approche de réseau tout à l'heure, en cognant aux portes, à un moment donné, si tous les acteurs se passent correctement l'information, on peut déployer des projets dont l'entreprise va être basée justement à Lac-Mégantic, mais on va le déployer à Bécomo parce que ça répondait à un enjeu qu'ils avaient, puis on est capable de faire cette relation. Donc, je ne pense pas que le côté géographique est un enjeu. Et moi, toujours le conseil que je donne aux entreprises innovantes, parce que c'est quelque chose qui est trop sous-estimé à mon goût, c'est dépendamment de votre secteur d'activité, de vous poser la question de c'est quoi mon écosystème d'innovation dans mon secteur. Okay, j'ai parlé tout à l'heure, là, le Québec, on est très structuré en écosystème. L'écosystème de l'aéronautique, il y a le médical, il y a la santé, il y a la ville intelligente, il y a les matériaux, il y a la biotechnologie. Tous les secteurs là, sont couverts avec une notion d'écosystème. Et souvent, ce que je me rends compte, c'est que les entreprises ne tirent pas profit de cet écosystème parce qu'ils peut-être qu'ils pensent que c'est trop compliqué. Mais ce que je vous inviterai, là, c'est de faire un peu le mapping, excusez-moi l'anglicisme, là, mais de c'est qui les acteurs du développement économique qui sont actifs dans votre domaine et de les contacter parce qu'avec l'approche réseau, vous allez arriver à la bonne porte à un moment donné. Puis normalement, là, si les gens sont assez connaissent bien, vous allez arriver rapidement à la bonne porte. Ce n'est pas juste de vous faire comme Astérix, là, vous faire passer de tous les étages et puis de vous rendre fou. Et donc, un des conseils que je donnerai, là, c'est comprenez votre écosystème d'innovation, c'est qui les acteurs qui sont en place et tirez-en profit parce que c'est notre job de rendre service aux entreprises. Et on est là pour que les entreprises aient du succès. C'est ça aussi la finalité. Certainement. Donc, le mot d'ordre, collaboration, là, certainement, Ouais. c'est ce que je retiens de tout ça. On a le temps peut-être pour une autre question. On parle beaucoup, c'est ça, de municipal, d'OBNL aussi, de collaboration, mais est-ce que les entreprises privées, justement, c'est quoi leur rôle à jouer là, dans tout ce système d'innovation-là et d'expérimentation? Encore une fois, l'entreprise privée, elle va aller chercher ce qu'elle a besoin pour pouvoir faire fonctionner la mission première de cette entreprise-là comme telle. Donc, une entreprise de télécommunication, elle voit d'un bon œil tout le développement qu'on est en train de faire avec LoRaWAN parce que on lâche sur les grandes entreprises, ils sont bien contents parce que on va passer à travers leur réseau de toute façon, on va utiliser une partie de leur data. Alors, tu vois, toute l'entreprise. L'autre aspect, c'est que naturellement, l'entreprise qui va venir nous voir dans un premier temps, qui a une évolution ou une innovation qu'ils veulent présenter à la ville, quand on va se mettre à travailler avec elle, elle va probablement établir des produits puis des sous-produits. Et là, c'est là qu'elle va devoir établir des partenariats, probablement, justement, à cause de tel type ou telle chose qui va être faite. Ou elle va donner tout simplement une entreprise qui va être délégué là, pour fournir un équipement X, Y, Z, un fournisseur là-dessus. Parce qu'actuellement, moi, dans mes projets d'innovation, je ne travaille pas uniquement avec des entreprises du Québec. Je travaille avec des entreprises de la France, de l'Espagne, plein d'entreprises d'Angleterre, parce que c'est eux qui, aujourd'hui, ont développé le sensor ou l'équipement nécessaire pour faire des tests, mais ils ont besoin d'un partenaire québécois pour s'introduire dans le marché canadien ou des choses comme ça. Alors, les entreprises peuvent tirer profit de ce genre d'innovation-là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut suivre les innovations qui se passent dans les municipalités. Pas simplement les regarder comme un fait divers, mais de regarder, exemple, le véhicule autonome qu'on teste à Candiac, OK, qu'est-ce que ça peut rapporter d'autre? Est-ce que ça peut développer sur autre chose au niveau du transport en commun? Est-ce que je peux développer moi-même un sous-produit qui va permettre l'utilisation de ce véhicule autonome-là?
ben, c'est en le lisant dans les journaux, en sachant que ta ville le fait, que tu peux dire, attends une minute, moi, je peux probablement contribuer d'une façon autre avec mon entreprise pour le faire. C'est vraiment ça, c'est exactement ça. Donc, s'informer le plus possible, collaborer, ne pas travailler en silo. Je Non? pense que c'est vraiment ça. Est-ce que, messieurs, vous avez quelque chose à rajouter pour conclure? Moi, je vous invite tous à contacter IVO si vous avez une innovation. Ils vont vous ouvrir des belles portes auprès des municipalités. Puis si jamais c'est trop weird, ben, vous pourrez m'appeler, ça va me faire plaisir de le regarder pour essayer de voir comment on peut l'élaborer. Voilà. Ben moi, peut-être la petite conclusion, là, c'est que oui, on a illustré des propos dans le milieu municipal, puis je pense que c'est intéressant parce que c'est un secteur peut-être qu'on met peut-être moins souvent en avant, mais je vous garantis, pour travailler dans l'innovation depuis longtemps, que tous les principes dont on a parlé, hein, les early adopters, les projets pilotes, ça s'adresse à tous les secteurs, d'accord? Donc, ne voyez pas juste cette conférence comme ce qu'on peut faire dans le milieu municipal, mais essayez de retirer, je dirais, une bonne pratique dans votre développement de l'innovation. N'ayez pas peur de sortir, n'ayez pas peur d'aller parler au marché, confronter vos idées et puis surtout de tester pour essayer d'accélérer votre commercialisation. On parlait de collaborer. C'est pas en travaillant tout seul dans son garage qu'on va avoir du succès. Donc, allez-y et essayez au plus tôt pour avoir du succès. C'était un peu le titre de la conférence, mais de valider que votre solution, elle va répondre à un vrai besoin. Et pour faire ça, ben, ça nécessite d'aller parler à l'extérieur avec des clients potentiels, avec des prospects. Et ça, je pense que c'est un des facteurs clés qui permettra d'avoir des entreprises qui ont du succès dans le long terme. Merci beaucoup. Merci Alain, merci Benoît. C'était vraiment intéressant de discuter avec vous sur l'innovation. Puis je pense que toutes les notions, tous les sujets qu'on aura soulevés, ça va être inspirant pour d'autres municipalités, mais aussi les entrepreneurs en général et les professionnels. L'innovation, c'est pour tout le monde. Alors, merci beaucoup. Puis, cher public, je vous invite là, à me suivre là, dès 16h15 à la prochaine activité. Et n'oubliez pas, c'est votre dernière chance là, pour résoudre afin de gagner le livre là, de M. Jeff Booth qu'on a vu ce midi. Alors, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous vidéo pour concrétiser des nouvelles relations d'affaires. On vient d'en parler, c'est super important. C'est ça qui peut concrétiser l'innovation. Alors, merci beaucoup, messieurs. Puis, on se voit plus tard. Merci. Au revoir à tous.